Un rapport récemment publié a révélé un schéma frappant lors des dernières élections à la direction du parti Fatah palestinien. Parmi les élus à certains des postes les plus influents du mouvement figurent des personnes condamnées pour des attaques meurtrières contre des Israéliens. Ce que révèle le rapport et l'identité de ceux qui sont arrivés en tête du scrutin soulèvent de sérieuses questions sur l'orientation future de la direction dite modérée de l'autorité palestinienne. Ces histoires et bien d'autres à venir dans Judaïcation. La semaine dernière, le département de la recherche et de l'information du Conseil Yeshua a publié une fiche d'information indiquant que beaucoup de ceux qui ont été élus au comité central du Fatah lors de son 8e congrès général ont été condamnés pour des infractions liées au terrorisme dans lesquelles des dizaines d'Israéliens ont été assassinés. Selon le rapport, Marwan Barghouti, qui purge actuellement 5 peines de prison à perpétuité plus 40 ans pour meurtre et infractions liées au terrorisme, est arrivé en tête du vote pour le comité central du Fatah. Un autre dirigeant nouvellement élu, Zakaria Zoubedi, a été impliqué dans une attaque terroriste en 2002 à Beit Shean qui a tué 6 Israéliens, libéré en janvier 2025 dans le cadre d'un cessez-le-feu lié à la libération d'otages. Le rapport mentionne également Ahmad Abu al-Kader, qui a été condamné pour le meurtre de 2 Israéliens et qui a été élu au Conseil révolutionnaire du Fatah après sa libération de prison en 2025. Le Conseil Yeshua déclare que l'élection de terroristes condamnés à des postes clés montre que la direction de l'autorité palestinienne continue de promouvoir et récompenser les auteurs d'attaques contre des Israéliens. Alors, mes amis, jetez simplement un coup d'œil à la liste des nouveaux membres élus du comité central du Fatah. Vous parlez de certains des pires terroristes condamnés de tous les temps. Et ce sont les futurs dirigeants. Ce sont les membres du comité central du parti Fatah. Le Fatah, bien sûr, domine l'autorité palestinienne. Donc, si quelqu'un veut savoir s'il y aura la paix entre Israël et l'autorité palestinienne, il suffit de regarder quelles sont leurs priorités. Voyez qui ils choisissent pour diriger leurs comités les plus prestigieux et importants. Il ne peut pas y avoir de paix tant que l'autorité palestinienne continue d'élire des responsables qui veulent détruire l'État d'Israël. Il n'y aura jamais de paix tant que l'autorité palestinienne maintient le programme Pay to Slay, dans lequel les terroristes et leurs familles sont mis sur la liste de paye de la paix. Ils gagnent de l'argent en fonction du nombre de juifs qu'ils assassinent. Tant que c'est la réalité, il n'y a pas de paix possible. Passons à d'autres actualités concernant Fatah. Cette semaine, Palestinian Media Watch, PMW, a rapporté que le haut responsable de l'autorité palestinienne et secrétaire du comité central du Fatah, Djibril Rajoub, a appelé à l'unité politique au sein de l'autorité palestinienne. Il s'agit d'un appel à l'unité entre le Fatah et le Hamas, sous l'égide de l'OLP, avec, je cite, un pluralisme politique sous une seule autorité nationale, une seule loi et une seule arme. Pour Djibril Rajoub, la tâche principale d'une telle unité politique est de combattre Israël. Rajoub a déclaré ce qui suit: « Unissons nos forces ». Il parle du Fatah avec le Hamas pour aider les peuples libres du monde qui encerclent notre ennemi, c'est-à-dire Israël et l'ennemi de l'humanité, les néo-nazis qui contrôlent l'État occupant, dont le complot est désormais exposé à tous et embourbé dans le marécage du terrorisme d'État. C'est donc ce dirigeant de l'autorité palestinienne qui serait notre partenaire pour la paix, non? Et il appelle à l'unité avec le Hamas pour lutter contre Israël. Remarquez comment il qualifie les Juifs de néo-nazis. C'est typique depuis le 7 octobre. C'est ironique, car Mahmoud Abbas, chef de l'autorité palestinienne, est un négationniste de la Shoah reconnu. Pour revenir à mon propos, le Fatah et le Hamas se sont toujours détestés. En juin 2007, le Hamas et le Fatah se sont livrés à un conflit interne bref mais intense, après quoi le Hamas a pris le contrôle de Gaza. Vous vous souvenez quand le Hamas a jeté des membres du Fatah des toits à Gaza? Ils ne se sont donc jamais entendus. Mais quand s'entendent-ils? Quand il s'agit de leur désir de détruire Israël et de tuer autant de Juifs que possible. Les membres du Fatah sont en costume, ceux du Hamas en tenue de terroristes. Le Fatah a préconisé de détruire Israël par étapes, tandis que le Hamas veut le faire d'un seul coup. Mais ce ne sont que des différences mineures concernant la politique. Dans l'ensemble, ces deux groupes veulent la mort de tous les Juifs. Ne croyez pas ceux qui disent qu'il n'y a pas de terroristes en Judée et Samarie, seulement à Gaza. Malheureusement, le Hamas et le Fatah existent aussi dans cette région. Et il semble qu'ils seraient prêts à s'unir pour leur objectif commun, mener des attaques terroristes contre l'État juif.
Passons à autre chose. Les amis, l'armée israélienne, le Shin Bet et la police israélienne ont annoncé cette semaine que le terroriste qui a assassiné l'Israélien Yehuda Zoldan dans le village de Fundouk le 19 novembre 2007 a été arrêté. Après son arrestation, il a été transféré pour un interrogatoire du Shin Bet. Apparemment, le terroriste, Shadi Jama, était en détention de l'autorité palestinienne pendant tout ce temps. Je pense qu'il était protégé par l'autorité palestinienne pour éviter son arrestation par Israël. Pour une raison inconnue, l'autorité palestinienne l'a relâché et Israël l'a arrêté. J'en parle notamment car je connais la famille Zoldan. Je me souviens quand leur fils Yidou a été assassiné. Que Dieu venge son sang. Et deuxièmement, cette attaque a eu lieu il y a longtemps, en 2007. En d'autres termes, les terroristes ont commis ce meurtre il y a 19 ans. Nous voyons à partir de cela qu'Israël n'oublie pas et qu'Israël ne pardonne pas. Il a fallu 19 ans, mais la justice a enfin été rendue. J'ignore si la nouvelle loi sur la peine de mort s'applique ici. Nous avions évoqué son entrée en vigueur il y a quelques semaines. Sinon, ce meurtrier terroriste ne devrait jamais revoir la lumière du jour. J'espère que cette arrestation apportera un minimum de réconfort à la famille. Mais comme je l'ai dit, et tout terroriste potentiel devrait en prendre note, Israël n'oublie pas et ne pardonne pas. La semaine dernière, nous avons évoqué une loi proposée par le député Amit Halevi visant à créer l'autorité du patrimoine de Judée et Samarie. Le nouvel organisme au sein du ministère du patrimoine serait chargé de préserver les sites archéologiques à travers la Judée et la Samarie. Et cette semaine, le gouvernement israélien a approuvé un plan de 250 millions de shekels pour développer et préserver les sites patrimoniaux dans toute la région, y compris dans la vallée du Jourdain et le désert de Judée. L'initiative financera la préservation, le développement et l'accessibilité des antiquités et des sites patrimoniaux. Elle permettra aussi de créer des centres régionaux du patrimoine, d'élargir les infrastructures touristiques et de renforcer la lutte contre le vol et la destruction des antiquités. Les centres servent aussi de pôle pour la recherche, l'éducation et le tourisme, avec des améliorations pluriannuelles des infrastructures pour attirer Israéliens et visiteurs internationaux. Ainsi, ces deux éléments sont des volets complémentaires d'une même orientation politique plus large. L'un porte sur le financement, l'autre sur la restructuration institutionnelle. Le plan du gouvernement dit que nous allons investir de l'argent et développer des sites. Et le projet de loi Halevi dit que nous allons créer une nouvelle autorité pour gérer ces sites. Au final, l'autorité palestinienne ferme les yeux pendant que des Arabes vivant sous sa juridiction depuis des années profanent des sites du patrimoine juif ancien. Comme je l'ai dit la semaine dernière, le but est d'effacer physiquement l'histoire juive. On dirait qu'après des années et des années, Israël fait enfin quelque chose à ce sujet. J'espère que la législation Halevi sera adoptée. Et en même temps, j'applaudis ce nouveau financement. Israël doit envoyer un message clair. Détruire notre histoire est tout simplement inacceptable. Passons à la suite avec de bonnes nouvelles. Les autorités de planification israéliennes ont approuvé l'avancement de plus de 2000 unités de logement dans les communautés de Judée et Samarie. Le Conseil suprême de planification de l'administration civile du ministère israélien de la Défense a fait avancer le plan pour 2162 nouvelles unités de logement. Selon le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, cela s'inscrit dans un effort plus large pour renforcer la mainmise de Jérusalem sur le territoire. Cela a été rapporté en premier par la Channel 14 News cette semaine passée. Smotrich a déclaré « Nous continuons à bâtir concrètement la terre d'Israël ». Smotrich, qui est également ministre au ministère de la Défense responsable des affaires en Judée et Samarie, a fait ses commentaires. Il a affirmé que leurs approbations vont au-delà de la planification. Elles constituent une entreprise nationale qui renforce notre emprise sur la terre. Cela renforce la sécurité d'Israël et établit des faits clairs sur le terrain qui empêchent la création d'un État terroriste arabe au cœur du pays. Selon les plans approuvés rapportés par la chaîne, 1006 unités de logement seront construites à Gvaot, une communauté juive près de la plus grande communauté d'Alon Shvut. Cela se trouve dans le Gush Etzion. Le projet vise à soutenir le développement de Gvaot en un centre urbain et pourrait à terme inclure des milliers d'unités de logement supplémentaires. Le gouvernement du Premier ministre Netanyahou a lancé une initiative inédite pour renforcer le contrôle d'Israël sur la Judée et la Samarie. Depuis 3 ans et demi, son gouvernement a validé des dizaines de milliers de logements et de nouvelles communautés. Près de 70% des Israéliens souhaitent que le pays étende sa pleine souveraineté juridique à la Judée et à la Samarie, selon une enquête récente. C'est donc une excellente nouvelle.
Un autre pas vers la construction de plus en plus de logements en Judée et en Samarie. Et comme je l'ai déjà dit, quoi de plus naturel que des Juifs construisant des maisons en Judée? C'est donc une excellente nouvelle. Je suis heureux que ces projets de maisons aient avancé dans ce comité supérieur de planification. Voilà notre bonne nouvelle. Malheureusement, la prochaine histoire l'est moins. JNS a rapporté cette semaine que le gouvernement néerlandais a annoncé un plan visant à interdire l'importation de biens produits par des Israéliens en Judée et en Samarie. Une interdiction aurait un certain impact sur le Centre des produits d'Israël, ou IPC, une entreprise affiliée à l'Organisation chrétienne pour Israël. C'est le principal importateur néerlandais de produits de cette région. En vertu de l'interdiction, l'IPC pourrait devoir cesser d'importer environ 20 000 bouteilles de vin provenant de Judée, de Samarie et du plateau du Golan. Il convient de noter que le mois dernier, un engin explosif a été déclenché devant le siège de chrétiens pour Israël près d'Amsterdam, où se trouve également l'IPC. Des manifestants anti-Israël ont vandalisé le bâtiment à plusieurs reprises ces dernières années. Maintenant, cette semaine également, la ministre irlandaise des Affaires étrangères et du Commerce, Helen McEntee, a présenté au cabinet un projet de loi visant à interdire l'importation de marchandises provenant des communautés israéliennes en Judée et Samarie. La Belgique, les Pays-Bas et peut-être la Slovénie se sont également engagés à introduire des interdictions similaires. Nous avons vu cela depuis un an. Des pays de l'Union européenne boycottent ou étiquettent des produits fabriqués par des Juifs, et uniquement par des Juifs, en fonction de leur localisation géographique. Cela leur est égal si cela nuit aussi aux Arabes employés par des entreprises juives dans ces régions. En réalité, ils ne se soucient pas des Arabes et veulent juste s'en prendre aux Juifs de Judée. Maintenant, ces mêmes pays restent assez silencieux au sujet de 64 personnes, dont des enfants, qui ont été massacrés lors d'une attaque contre un hôpital au Soudan il y a environ 2 mois. Aussi, as-tu réalisé qu'il y a en ce moment essentiellement 7 guerres en cours en Afrique? Je me demande si les Néerlandais ou les autres vont boycotter le Soudan ou le Congo, où des gens sont massacrés de nos jours principalement par des groupes islamistes. J'en doute, ils préfèrent boycotter les entreprises juives en Judée. Ils s'inquiètent plus des crèches et terrains de jeu installés au cœur d'Israël que des milliers de personnes assassinées en Afrique. En fait, il y a actuellement environ 30 à 60 conflits actifs dans le monde en ce moment. Israël est évidemment impliqué sur plusieurs fronts dans l'un d'eux. Une guerre qui n'a pas été déclenchée par Israël, mais qui est une réponse au massacre du 7 octobre. Pourtant, aux Pays-Bas, ils sont occupés à boycotter les produits juifs, et uniquement les produits juifs. Aux Néerlandais et aux autres, je dis « quelle honte ». Voilà pour le côté négatif en Europe, mais voici un point très positif. La Slovénie a élu la semaine dernière un nouveau Premier ministre pro-Israël qui s'appelle Janez Janša. La Slovénie est souvent considérée comme l'un des pays les plus hostiles à l'État juif. Donc, espérons que nous allons commencer à voir des changements très bientôt. Janša, le Premier ministre, est également considéré comme un soutien des communautés en Judée et Samarie. Il a récemment exprimé son soutien lors d'une rencontre avec le gouverneur de Samarie, Yossi Dagan. Dans cette prochaine vidéo, il adresse ses salutations aux habitants de Judée et Samarie, en utilisant explicitement le terme Judée et Samarie. Voyons cela. J'envoie mes bénédictions aux habitants de Judée et Samarie. Je vous souhaite le meilleur et une vie heureuse. Paix et prospérité. Le gouverneur Dagan et Janša se sont rencontrés il y a plus d'1 an lors de sa visite en Israël et sont restés en contact depuis. Pendant les négociations pour former le nouveau gouvernement slovène, les deux hommes se sont récemment rencontrés pour discuter de leur future coopération. Les liens avec le nouveau Premier ministre slovène et son soutien à Israël sont considérés comme stratégiquement importants pour l'État juif et pour les communautés de Judée et de Samarie. Donc, après avoir discuté des boycotts de cette région, on peut espérer que ce développement positif changera les choses en ce qui concerne la relation d'Israël avec au moins un pays européen. Nous devrons attendre de voir comment cela évolue, mais c'est un développement extrêmement important et positif. Pour continuer, JNS a rapporté cette semaine que plus de 90 membres de la Chambre des représentants menée par le député Mike Lawler ont exhorté le président américain Donald Trump à démanteler l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient, ou UNRWA. Le député a cité de longues allégations de longue date liant l'agence au Hamas et à d'autres groupes terroristes.
Le député a envoyé une lettre au président disant cela. Plutôt que de résoudre la crise des réfugiés, l'UNRWA a perpétué et aggravé le problème par sa politique sans précédent d'accorder le statut de réfugié de génération en génération, transformant ce qui était autrefois une question humanitaire limitée dans le temps en un défi politique permanent et croissant. En d'autres termes, l'UNRWA n'a jamais essayé d'aider à réinstaller les Arabes qui ont fui Israël en 1948. Ils les ont traités comme des pions, ainsi que leurs descendants dans tout le Moyen-Orient. Cela inclut la Judée, la Samarie et même ici à Jérusalem. Il y a des quartiers qu'ils appellent des camps de réfugiés où vivent des Arabes, gérés par l'UNRWA, juste ici, à quelques minutes du studio. Ces personnes utilisent la clé comme symbole, comme si un jour tous ces gens allaient retourner à Haïfa, Jaffa, Acre et tous les autres quartiers que leurs grands-parents ont quittés en 1948. Alors, que symbolise vraiment la clé? Elle symbolise la destruction de l'État d'Israël. Ils disent qu'ils vont retourner dans ces régions, se débarrasser des Juifs qui s'y trouvent, puis submerger le pays par la démographie. Tout d'abord, si vous perdez une guerre d'agression, il n'y a pas de seconde chance. Vous ne pouvez pas simplement retourner d'où vous venez. Deuxièmement, dans aucune autre situation de réfugié, le statut de réfugié ne se transmet de génération en génération. D'une manière ou d'une autre, et grâce à l'ONU, dans ce cas précis, c'est le cas. Quand Israël est impliqué, les règles sont bafouées. Et enfin, comme nous en avons déjà parlé, l'UNRWA, en plus de ses liens avec le terrorisme, diffuse une incitation anti-israélienne virulente dans ses écoles. Les enfants musulmans grandissent en étant conditionnés à croire que leur but dans la vie doit être de devenir un shahid, un martyr, et d'essayer de tuer autant de juifs que possible. Je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises. #l'UNRWA, c'est le Hamas. Espérons que le président Trump agira et qu'enfin, l'UNRWA sera démantelé pour le bien d'Israël et de toute l'humanité. Je tiens à remercier les personnes en coulisses ici à JNS TV. Merci à la productrice Barbara Anamov, à l'ingénieur Al Morgenlenter, à Zach Sickerman, à Ryan Lischitz, au responsable de la station Yuri Zveretsky et à la monteuse vidéo Olga Senatov. Je m'appelle Josh Aston. Ceci était une nouvelle édition de Judéa-Cation ici sur JNS TV. N'oubliez pas de nous laisser un super merci. N'oubliez pas de vous abonner. Allez découvrir tout le contenu incroyable proposé ici sur JNS TV. Et rendez-vous sur jns.org pour toutes les dernières actualités en direct d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif entier. On se retrouve la semaine prochaine ici sur Judéa-Cation sur JNS TV.